Bonjour la famille. Et ben voilà, nous sommes le 2 juillet, en fin de journée, il est 16h43, quelque chose près. Et là, la journée, j'ai été au calme, parce que la journée a été très mouvementée pour l'ensemble des enfants. En fin de matinée, ils ont décidé d'aller pique-niquer à Tatiou. Donc, Robin a pris son kata avec Nathan. Voilà, c'est un périple ici, là-bas. C'est un beau challenge. Ensuite, ils ont rempli le Zodiac. Et comme il n'y avait plus assez de place, il y a une voiture qui est partie avec ceux qui restaient là. Et ils se sont donné rendez-vous à Joulouville pour les transporter sur l'île de Tatiou pour le pique-nique. Voilà, donc le catamaran a mis à peu près 2 heures, le vent n'était pas favorable pour atteindre Tatiou, 2 heures et demie. Donc ils ont déjeuné et ils ont décidé de repartir assez vite. Ils sont revenus avec des vents favorables, ils ont gagné presque 1 heure. Voilà, c'est un beau challenge, ils ont pris beaucoup de plaisir, c'est un périple, enfin, je veux dire, c'est presque une aventure là. Faire ça en catamaran, c'est bien. Voilà. Et puis les autres sont arrivés plus tard, après tourner en Zodiac. Et là, ils ont été se baigner, ils sortent de l'eau, ils se sont rincés, ils se sont rééquipés, se rhabillés. Et là, ils vont sur le port de Barfleur prendre une petite mousse en attendant de ce soir manger un plateau de fruits de mer avec nos pêches. Voilà la journée plaisante sous une douce chaleur, avec des visages souriants. Voilà, tout est très bien. Alors, pendant ce temps-là, moi maintenant que je vais être au calme, là, comme c'est quelque temps que je ne m'étais pas entretenu avec vous, eh ben, je vais à nouveau vous faire une petite palabre sur un personnage. Dès que je vais prononcer son nom, vous allez avoir sourire en disant bah c'est un pote, c'est un ami, on connaît que lui, on l'a fréquenté toute notre vie. Je vais vous parler aujourd'hui de Louis de Funès. Donc notre ami Louis de Funès est issu d'une famille espagnole. Son père, Carlos, est andalou, né à Malaga, tant qu'à sa mère, qui s'appelle Léonore, est née en Galice. Sa maman, donc, est la fille d'un notaire avocat qui gère les comptes, enfin qui s'occupe de la branche juridique des chemins de fer espagnols, et donc qui a une belle situation, avec des ressources financières non négligeables. Tant qu'à Carlos, lui, il est dans son Espagne avocat sans cause. Alors, il doit pas être très brillant, je ne sais pas, toujours est-il que il n'a pas grand-chose à faire. Tant et si bien que lorsqu'il vient voir le père de Léonore pour demander sa main, les parents ne sont pas du tout d'accord qu'il épouse ce garçon
qui n'a pas grand-chose à offrir. Ah, devant le refus des parents, le Carlos et Léonore décident de venir en France. Et ils débarquent en France en 1904. Et là, une fois en France, sur la terre française, ils se marient. Bon. Ah, le père de Léonore, qui était très mécontent, toutefois il aime beaucoup sa fille, il l'avait menacé si elle l'épousait de le déshériter. Bon, il revient sur sa décision et donc annule son projet. Donc de ce fait, bon, comme il attribue une rente mensuelle à sa fille, ils ont donc des ressources, bien que lui pour l'instant il ne gagne rien. Il s'installe dans un hôtel particulier à Neuilly. Donc, lui, il était donc en Espagne avocat, mais une fois en France, il n'a pas le droit d'exercer. Donc, il a des idées, comme il est un peu farfelu, il s'improvise courtier en pierres précieuses. Donc il fait du négoce, il achète des pierres précieuses, qu'il revend, et nanana. Et puis un jour, un client voulait, à qui il présente un lot, je ne sais quoi, des émeraudes, des diamants, je ne sais trop quoi, pour pouvoir choisir les pierres, lui emprunte les pierres, et le dit client disparaît, il ne reverra jamais les pierres qu'il avait en dépôt chez lui. Donc bien évidemment, il a fallu, c'était une perte pour lui, et donc il a fallu la réserve financière qu'il pouvait avoir, le réaliser pour rembourser sa dette, et de ce fait, il se retrouve sans ressources financières. Et alors, tout ça tombe très mal, parce que figurez-vous que le père de Léonore, qui entretenait sa fille, meurt. Donc, la fille perd, donc elle va peut-être toucher un héritage, sûrement, mais elle perd la rente que lui versait mensuellement son père. Donc, faute de ressources immédiates, de trésorerie, Carlos et Léonore sont contraints de déménager pour un lieu beaucoup plus modeste et ils se retrouvent à Courbevoie. Effectivement, ça n'a rien à voir avec Neuilly. Carlos et Léonore ont eu 3 enfants, dont un fameux Louis en 1914. Alors, ce fameux Carlos est bien difficile à stabiliser et un peu fantasque, il a du mal à gagner sa vie. Non, il poursuit, il s'installe, il se prétend diamantaire. Alors, il est espagnol, donc nous sommes en 1914, et il n'est donc pas mobilisable, en étant d'origine espagnole. Donc à ce moment-là, il envisage, comme la guerre va éclater, que les Allemands vont venir s'installer autour de Paris, qu'ils vont affamer les Parisiens. Donc, notre ami Carlos
il ne trouve rien de mieux de monter un élevage de lapins pour nourrir les Parisiens. Bon, de peau, les Allemands ne sont pas venus jusqu'à Paris, et la guerre s'est passée dans les rangées, au nord et à l'est de la France. Donc il s'est retrouvé avec les lapins, il ne savait pas quoi faire, donc il fait faillite. Ah. Alors on constate, alors lorsqu'on relit l'acte de naissance de Louis, son père s'est déclaré négociant en perles fines. En fin de compte, il négocie rien du tout. Et heureusement qu'il y a sa mère qui fait vivre la famille en vendant des fourrures au milieu bourgeois de Paris. En 1920, la famille déménage à Villiers-sur-Marne. Louis, il a à peu près 6 ans, découvre le jardinage. Ça lui plaît. Il se met les mains dans la terre, il plante des radis. Et son père est très souvent absent de la maison. Donc, c'est sa mère qui éduque la famille. Et l'éducation, a comme principe l'autorité, le raffinement, qu'elle inculque, et les règles, suivant les règles, les règles de la bonne société. Et elle en profite pour lui donner ses premières leçons de piano. À 10 ans, en 1924, le petit Louis, il entre au collège. Bon, c'est pas un garçon mordu pour la chose, il est un peu rêveur, un peu indiscipliné, il est dans son coin, il participe pas. Et en plus, il est malin. Et puis, il a un visage ingrat, avec un nez allongé, un regard apeuré. Et, manifestement, il en souffre d'ailleurs, il est le souffre-douleur de ses camarades de classe. Mais il endure la chose, il apprend à supporter la moquerie et la méchanceté des gens autour de lui. En compensation de ça, au lieu de répliquer, il rêve, il essaye, par son comportement, de faire rire ses camarades. Il compense sa méchanceté par le rire. Donc à 12 ans, on est en 1926, notre Louis connaît sa première expérience théâtrale. Dans le théâtre, au sein de son collège, il y avait un théâtre, il y avait une pièce qui était montée, et donc il a un rôle. Celle et également au théâtre de Coulommiers, je crois que c'est qu'il a dit, je me souviens plus très bien. Et dans le théâtre de Coulommiers, il cherchait un peu un figurant, un jeune garçon qui jouerait un rôle d'un enfant de troupe. Alors, il est enchanté, et il remplit bien son rôle, il est à l'aise, ça lui plaît.
De son côté, son père, toujours aussi fantasque et bizarre, fait croire à son environnement à son suicide. Alors il laisse ses affaires, un mot, donc laissant penser à son environnement qu'il est mort. Mais en fin de compte, il n'est pas du tout mort. Il est parti aux Caraïbes et en Amérique du Sud pour vendre ses pierres précieuses. Alors, donc sa mère se retrouve avec les gamins, croyant qu'elle était veuve, mais elle apprend qu'en fin de compte, il n'est pas mort du tout, il est en Amérique du Sud. Donc elle fait ses valises, elle s'en va pour essayer de retrouver son mari qui est en train de vivre en Amérique du Sud. Pendant son absence, le petit Louis est mis en pension chez un médecin qui déjà se charge de mieux le nourrir et de le remettre dans un état physique à peu près convenable. Alors, sa mère revient en ramenant son père par les oreilles, hein, et on rentre à la maison, mais on s'aperçoit à son retour qu'il est complètement rongé par la tuberculose et très rapidement il mourra. Et il ne mourra pas en France, il est retourné en Espagne pour mourir. Donc donc nous sommes en 1932 et quand il part en Espagne, il est ruiné. En 1930, Louis donc a 16 ans. Il rentre au lycée Condorcet. Et son frère lui conseille de rentrer, après ses études au lycée, de rentrer à l'école de la fourrure, où son frère était lui intégré. Mais une fois à l'école de fourrure, l'école technique de la fourrure, bon, ça dure pas très longtemps, il est enlevé pour chahut, et en sortant, comme il a appris quelque chose dans le domaine de la fourrure, il va travailler chez les fourreurs pour divers emplois. Tout ça tourne en rond. Sa mère, qui aime l'ordre et la méthode, l'inscrit, et compte tenu de comment elle le voit vivre, sa manière de faire des mimiques, de faire rire tout le monde, elle l'inscrit à l'école technique du cinéma. Ça ne dure pas très longtemps, parce que comme à l'école sur la fourrure, il est renvoyé. Car dans l'école, il est soupçonné d'avoir créé un incendie au sein de l'école. Bon, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Voilà. Donc, il se retrouve sur le carreau, il n'a pas grand-chose à faire. Alors, il fait des petits métiers à droite, à gauche. Il est vendeur, décorateur, dessinateur industriel. Il fait tout, ci, tout ça. Alors là, on est en 1939, à la veille de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, donc bien évidemment, il est mobilisé. On l'envoie stationné dans la Marne, au sein de l'unité où il est affecté, il ne trouve rien de mieux de faire ce qu'il aime faire. Il organise des spectacles en
en imitant ce qu'il sait bien faire, notamment Maurice Chevalier. Mais en 1940, la commission médicale le réforme pour tuberculose, qui apparemment il n'a jamais eu. Toujours est-il qu'au lieu d'aller au front, eh ben, il est réformé. Alors, par contre, durant la guerre de 1939, son frère, qui avait un fils, son frère est tué. Donc Louis se retrouve tuteur du fils de son frère. Alors, il faut bien qu'il s'occupe, qu'il trouve quelque chose pour gagner sa vie. Et sa mère l'ayant appris à jouer du piano, il se fait engager dans un orchestre, je ne sais où, à Paris, comme pianiste. Et là, lors de même soirée, il rencontre Eddie Barclay, le fameux propriétaire de music-hall, le promoteur d'artistes. Il l'embauche comme pianiste pour qu'il intervienne dans différents établissements, et ça pour un salaire de misère. En 1942, il va dans Georges Lautner, un scénariste et metteur en scène, se retrouve dans un cabaret ou je ne sais où, le jeune Louis de Funès et au piano, joue du piano tout en faisant un genre de spectacle corporel. Il monte sur le piano, il fait des grimaces, il fait le singe, il fait déjà du De Funès. Lautner remarque la qualité de Louis de Funès, à la fois comme pianiste, mais comme il présente un talent tout à fait particulier de comédien et d'animateur. Et il avait cette faculté, c'était de faire rire les spectateurs. En 1940, Barclay voit une jeune pousse qui offre de l'intérêt et il l'inscrit à Paris, à un conservatoire de jazz, pour qu'il améliore sa qualité de pianiste, un autre type de musique. Et là, dans ses études à l'Institut où il y a une femme qui gère ce lieu d'enseignement, qui s'appelle Jeanne, et il l'épouse en secondes noces. Et au bout de 3 ans, de jazz, de pianiste, il décide de devenir comédien. Et il s'inscrit au cours Simon, qui était le cours à la mode. Sur sa route, au cours Simon, il y avait un jeune garçon, un jeune comédien qui était à ses côtés, qui s'appelait Daniel Gélin. Ce grand comédien, cet acteur de cinéma et de théâtre. Et en 1941, Daniel Gélin le fait débuter au cinéma. Et donc c'est le premier pas qu'il fait dans le monde cinématographique. Et il est remarqué. Et il fait une succession, un peu dans des films de second rôle. Mais il est en train de marquer son empreinte dans le milieu cinématographique. En 1950, à 36 ans, donc, il est ce que l'on appelle un pianiste comédien, et il attaque le monde du théâtre en 1952.
sous l'aide à la fois de Barclay et de Daniel Génin, et il joue la puce à l'oreille de Feydeau sur les boulevards à Paris. C'est un succès monumental. Donc en 1953, il poursuit dans le domaine du théâtre, il joue avec Jean Marais, avec Jeanne Moreau. Donc il commence à s'entourer des grandes vedettes théâtrales de l'époque. Et puis, il revient, on lui propose dans le domaine du cinéma. Il tourne un film qui a connu un immense succès à l'époque. J'étais adolescent, qui s'appelait Ah, les belles bacchantes. Et là, à partir de cette période-là, il enchaîne des films sur films. Jusqu'en 1956, où il réalise ce film qui deviendra culte, de Claude Autant-Lara, avec Jean Gabin et Bourvil, qui s'appelle La traversée de Paris, un film en noir et blanc, qui se passe pendant la guerre, où il transporte clandestinement dans des valises des cochons pour faire du marché noir. Et c'est dans ce film-là qu'on commence à voir émerger le personnage que l'on connaît si bien, le futur personnage de Louis de Funès, avec ses mimiques, ses grimaces, son humour. Et d'ailleurs, en 1957, la presse française et parisienne nomme de Funès comme l'acteur le plus drôle de France. Alors en 1957, on le retrouve à côté de Daniel Darieux et de Robert Lamoureux dans une pièce de théâtre. Et non, dans une pièce là, qui s'appelle Faisons un rêve, une pièce qui a été écrite par Sacha Guitry. Alors voilà, on va attaquer une période où il va croiser une œuvre qui s'appelle Oscar, c'est une pièce de théâtre comme de boulevard un peu, vaudeville, qui est mis sur pied pour une tournée à travers la France par la troupe Carcinti. Et donc il joue le premier rôle dans ce film. Et là, c'est un succès monumental. Tant et si bien qu'à l'issue de la tournée, qu'ils referont d'autres fois, on décide à la fois de tourner un film qui s'appellera Oscar et de retenir un théâtre à Paris pour jouer la pièce Oscar qu'il jouera pendant je ne sais combien de temps et qu'il reprendra avec ce fouet sous la pression du public. À peu près à la même époque, il tourne aussi un film qui a reconnu un grand succès, qui s'appelait La Belle Américaine. Il a joué avec Gabin le gentleman d'Epsom. Il a joué un film comique qui s'appelait Pouic Pouic, c'était l'histoire de la bourse. En 1963, il commence à faire ses films cultes. Il a fait Faire sauter la banque et toute la série, je ne sais plus combien il y en a eu, 5 ou 6, la série des gendarmes.
Gendarmes à Saint-Tropez, les gendarmettes, et ainsi de suite. Et puis il tourne aussi ces fameux films cultes, Les Grandes Vacances, La Soupe aux choux, Fantomas, Le Corneau avec Bourvil, quel film. Pour vous, tout ça, c'est rentré dans votre vie, mais tout le monde a vu tous ces films-là. Dès qu'il y avait un De Funès qui sortait, la France entière y allait. La moyenne, d'ailleurs, la moyenne de ces films par film, c'est plus de 5 millions de spectateurs. C'est quelque chose, c'est le seul artiste qui a eu de tels scores sur toutes ses productions. Alors, en 66, il tourne Le Grand Restaurant. Et puis avec Bourvil, le fameux La Grande Vadrouille, je ne vous dis pas. Vous vous souvenez, le casque de Funès qui est sur les épaules de Bourvil. Enfin bon, c'est avec les SS, enfin bon, on a tout ça frais à notre mémoire. Mais il commence à être en suractivité. Et il a des moyens importants. Il achète, donc ce fait, il achète une magnifique demeure, un château, en Loire-Atlantique, où avait vécu Maupassant. Donc il réalise les grands. Il réalise en tant que réalisateur, lui, un film qui s'appelle Les Grandes Vacances, dont je ne me souviens pas d'ailleurs, et il a prétendu que c'était son film préféré, celui qu'il avait le mieux réussi. Alors là, on retombe dans les films cultes, Le Petit Baigneur, toujours est-il qu'entre 65 et 69, en 4 ans, ces films ont attiré 78 millions de spectateurs, presque 2 fois la population de la France. Bon, et alors on continue de mieux en mieux, comme dirait l'autre. En 73, je vous le donne, Émile, il sort Les Aventures de Rabbi Jacob. Alors là, ça se passe pas aussi bien que ça. À cette époque-là, c'est la guerre du Kippour. Voilà qu'on considère on considère que De Funès est un antisémitisme, et donc on le menace de mort, tant et si bien que la France le met sous surveillance rapprochée et en protection resserrée. Alors, le 25 avril 1974, il décide de stopper de jouer car il est épuisé et il refuse de tourner un 5e gendarme. Et le 25 mars 1974, il subit son premier infarctus. On le transporte en réanimation et 5 jours après, il en fait un deuxième. Donc on le remet en réanimation, on le soigne, et il se remet, il s'en sort, on le remet sur pied. Mais ses médecins lui interdisent de rejouer. Que son cœur ne supportera pas le stress et l'énergie nécessaire à jouer. Donc le 21 mai, il part en convalescence pour se remettre sur pied. 2 ans après, en 1976, ses médecins l'examinent de près et, devant son désarroi de rester à ne rien faire, l'autorisent à rejouer, mais au cinéma, mais pas de théâtre, car c'est un effort continu tous les jours. Donc, et là,
il remet le pied à l'étrier pour tourner les films, et il tourne l'aile ou la cuisse. C'est pas mal. Toutefois, le début du film a été un peu houleux, car il avait prévu de prendre Pierre Richard avec lui, mais il y a eu une discorde entre les deux sur le scénario. Bref, donc il a remplacé Pierre Richard par Coluche. Pas mal, j'avoue. Et avec l'aile ou la cuisse, il va le faire 5,6 millions de spectateurs. Alors, après ce film-là, il tourne à nouveau Les gendarmes et les extraterrestres. Là, c'est pas un grand succès, c'est un peu mal accueilli par le gendarme, par les spectateurs, qui trouvent que la série Les gendarmes a un peu trop duré. En 1980, il tourne un nouveau film, il n'est pas en très grande forme physique, il tourne L'Avare de Molière. Mais il ne fait que 2,4 millions d'entrées, ce qui est bien en dessous des scores qu'il fait habituellement. Alors en 1980, on constate que c'est un acteur médiatique on ne peut plus, qui est aimé de tout le monde et qui n'a jamais eu d'Oscar. Donc on lui attribue un Oscar d'honneur pour son œuvre. Alors, la même année, il tourne Le gendarme et les gendarmettes. Mais il fait un troisième infarctus et il va mourir à 68 ans. Le monde politique, à son décès pour ses obsèques, il va être enterré dans son pays à la campagne. Mais il reçoit l'éloge, la présence de Valéry Giscard d'Estaing, qui était président de la République, de Jacques Lang, le ministre de la Culture, Pierre Mauroy, le Premier ministre, et le jour de ses obsèques, il y avait plus de 6000 personnes qui accompagnaient son corps. Et ce qui est remarquable, c'est que tout ça, c'était en 1980. Il y a donc 46 ans de ça. Et bon, les gens de ma génération l'ont vécu toute sa vie, donc c'est normal. Mais je m'aperçois que mes enfants connaissent les films, et mes petits-enfants connaissent les films de Funès. Et quand il y en a un à la télévision, tout le monde regarde le film de Funès. Ça a quand même été dans un style tout à fait particulier, un type d'humour, parce que de faire rire les gens, c'est pas aussi évident que ça, qui n'a pas vieilli, qui a toujours été, et on s'en lasse pas, et à chaque fois qu'on le voit, on s'aperçoit qu'un sourire illumine notre visage. Merci, monsieur de Funès. Voilà ce que j'avais à dire sur ce grand bonhomme. Merci et bonne soirée à vous tous. Au revoir.